villages, des bâtiments séparés selon leurs fonctions dans le complexe, donc hébergement cellulaire, lieu de travail, espace pour les visites, hôpital, etc. Cette idée du village, c'était pour normaliser les conditions de vie, le quotidien, favoriser l'autonomie des détenus, avec l'idée qu'on passe d'un bâtiment à un autre avec des badges électroniques, etc. Et puis l'idée des petites unités de vie de 15 à 30 personnes qui permettraient des relations plus personnalisées entre les détenus et le personnel. Donc un côté petite unité pour casser le côté gigantesque du complexe. Mais ça, c'est sans compter que derrière tout ça, il y a des dispositifs hyper sécuritaires qui reposent sur des technologies, sur un cloisonnement extrême de l'espace avec des verrouillages électroniques, des surveillances à distance plutôt que des surveillances physiques, humaines. Toute la prison est fragmentée, cloisonnée, segmentée. Les services sont extrêmement éloignés les uns des autres. Les marges de déplacement sont très compliquées. Il n'est plus du tout question pour un agent du cellulaire d'aller voir le comptable, le greffe, le technicien. Et on voit que finalement, cet éloignement spatial, il devient un éloignement social. Les services ne se connaissent plus du tout et comme je vous l'ai dit, tout passe par des démarches formalisées, écrites. Alors, il y a à peine un mois, se tenait au Parlement fédéral un colloque sur la surpopulation. Il prenait la parole en guise d'introduction, ceux et celles qui étaient là, vous vous en souvenez, Mme Tilleux, la présidente du Parlement fédéral. Il faut prendre des décisions courageuses, résumait-elle, des décisions courageuses pour endiguer un problème gravissime, chronique, celui d'une population carcérale qui explose et de conditions de détention structurellement mauvaises en Belgique. Le master plan prison voyait le jour en 2008 et avait pour ambition de doter la Belgique, je cite, d'une infrastructure pénitentiaire dans des conditions humaines. 2 ans plus tard, il était déjà acté que la méga-prison de Aron ferait 1190 places, soit deviendrait la plus grande prison jamais construite en Belgique. Leur combat, qui a consisté d'abord à contester le vol de leur campagne et puis ensuite la prise de conscience de la démesure du projet de construction d'un maxi-complexe carcéral. Ce mouvement, les amis, ça a été la plus grande opposition contre la construction d'une nouvelle prison que la Belgique a connue pendant ces dernières décennies. La situation au niveau carcéral est aussi grave, si pas pire, au moment du lancement de ce grand plan Master Plan de 2008. Nous avons amené la prison sur la scène publique. On en a fait un problème public qui concerne l'ensemble de la société et nous avons entamé des discussions parfois difficiles avec eux. On a besoin de 3 outils pour mener un combat. D'abord, un comité d'habitants, comme vous l'avez vu des témoins à travers ces portraits, mais c'est un comité d'habitants progressiste, antiraciste. Deuxièmement, on a expérimenté qu'on avait besoin d'une zone à défendre, le ZAD. Et enfin, on avait besoin de créer un grand front uni, démocratique et aussi large que possible. On a pris une position politique claire, de dire non. C'était une position non à cette construction qui pouvait unir aussi bien abolitionnistes de prison que réformistes. Il fallait internationaliser la lutte. On a construit une véritable culture anticarcérale. On a besoin, quand vous voulez mener une lutte contre la construction de nouvelles prisons, vous avez besoin d'une équipe de professionnels, d'avocats, d'économistes, de spécialistes de l'environnement, de l'agriculture, de la biodiversité, qui peuvent travailler sur les différents dossiers qui sont souvent inaccessibles. Et finalement, quand vous menez un combat contre la construction d'une nouvelle prison, il faut se préparer à la violence de l'État et constituer un fonds de soutien. Parce que, vous savez, cette résistance ne s'est pas éteinte comme ça.
Pour moi, elle a été brisée violemment et financièrement. Le détenu, un peu énervé, répond « Donc je travaille en cuisine pour Sodexo pour moins d'1 euro de l'heure. À chaque fois que je décroche mon téléphone, Electrabel me met de l'argent dans la poche et je peux même pas demander d'avoir 2 minutes de douche en plus ou de l'eau chaude parce que c'est une entreprise privée qui gère ça. C'est une prison pour riches ici, je suis une vache à lait, moi. » Alors cette anecdote, elle illustre un enjeu fondamental qui va être le sujet de notre intervention à deux voix, qui est la privatisation ou la semi-privatisation des prisons. Le choix de la semi-privatisation engage des valeurs. C'est tout un modèle de société, de rapports sociaux qui se profilent derrière des options, des choix apparemment techniques, tels que la privatisation de la gestion carcérale. Les partenariats publics-privés aujourd'hui concernent la conception, la construction, le financement et la maintenance des établissements pénitentiaires, d'où les initiales des conventions en général, des BFM, auxquelles parfois on ajoute un O pour opérer. Cette privation, elle est assez récente en Belgique, elle a à peine plus de 10 ans, mais d'autres pays ont passé le cap bien plus tôt. Contrairement au cliché selon lequel les détenus sont nourris, logés et blanchis, le quotidien coûte cher en prison, surtout pour les plus démunis, qui se retrouvent pénalisés dans des prisons en PPP par des factures exorbitantes. On observe également une surexploitation du travail pénitentiaire, déjà dérogatoire, vous le savez, au droit du travail. Finalement, si on intègre tous les coûts, les prisons en PPP reviennent beaucoup plus cher à l'État, 4 à 5 fois selon les estimations. C'est dû aux surfacturations, aux coûts cachés, aux artifices comptables, à des responsabilités engagées au minimum, etc. Finalement, tout ce qui n'est pas contractuellement anticipé coûte beaucoup plus cher à l'État. C'est comme ça qu'on observe finalement une inégalité de traitement judiciaire, une discontinuité dans le service public. Les prisons qui restent publiques jouent finalement un rôle de variable d'ajustement dans ce système. On évacue donc complètement le débat sur le sens et sur la finalité de la peine de prison. On évacue tout le discours politique. On ne pense qu'en termes de moyens, d'outils, et cet outil est alors considéré comme allant de soi. Ce passage de la prison comme objet politique à la prison comme objet technique masque peut-être une nouvelle manière de légitimer la prison, en détournant finalement le regard du constat de son échec permanent et renouvelé. Finalement, la privatisation comporte le risque de banaliser la prison davantage qu'elle ne l'est déjà, et donc de favoriser la solution carcérale. La privatisation des prisons belges est partielle, donc seule une partie des tâches, tout ce qui concerne en fait le bâtiment, est délégué à des entreprises privées, tandis que tout ce qui touche à l'encadrement des personnes reste une prérogative de l'État, ce qui peut nous laisser penser a priori que ça n'a pas d'effet sur les personnes, mais on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. Concernant le partenariat public-privé de la prison de Haven, ce marché il a été remporté par le consortium CAFASO, qui rassemble 3 groupes géants qui sont FCC, Macquarie et l'entreprise belge de Nest. On va voir qu'on a déjà une dizaine d'entreprises privées dans la conception, et puis dans la construction du site, et enfin dans la maintenance, on a encore une dizaine d'entreprises privées. Et toutes ces entreprises ont des prérogatives qui sont bien définies, encadrées par contrat, et qui sont extrêmement spécialisées dans le domaine. Donc on va avoir une entreprise privée à chaque fois équivalente pour l'installation et la maintenance électrique, pour la maintenance électronique, une entreprise pour la maintenance mécanique, pour
dépendance, d'impuissance, autant pour les détenus que pour le personnel. Les unités de vie apparaissent un peu comme des îlots, coupés du reste. Et cette spatialité hyper fragmentée, elle renforce aussi, c'est ça qui est important, des divisions et des tensions au sein du personnel notamment. Les contrats de PPP, vu que ça concerne énormément de choses, et ben, ça suppose quand même à un moment de tout rédiger par écrit et de prévoir un nombre de clauses qui est vraiment littéralement infini. Et donc c'est impossible en fait d'avoir tout prévu et d'avoir tout prévu bien. Et donc en réalité, eh bien, il y a plein de moments où on se retrouve à devoir modifier le contrat. Ça, à chaque fois, ça ajoute des coûts importants parce qu'on a oublié de préciser ça, parce que, etc. Et au-delà de ces considérations strictement budgétaires, c'est que quand on fait le plan d'une prison, eh ben, en fait, on l'a dit, c'est des contrats extrêmement longs qui s'étalent sur près d'une trentaine d'années. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on est lié parce qu'on a prévu le jour un peu 1. Et en France, on a eu des situations où, en fait, l'État s'est retrouvé à vouloir modifier les prisons qui avaient été construites dans le cadre de PPP et à être un peu coincé parce qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas prévues. Abandon formel des partenariats privés en France, il va être annoncé par notre avant-dernière garde des Sceaux, qui est donc Nicole Belloubet, assez récemment, puisque c'était en 2018. Et donc, elle annonce la construction de 7000 places de prison, parce qu'on a vraiment une passion pour construire des prisons en France. Et elle dit ça ne passera pas par le biais des PPP parce qu'on constate que c'est inefficace d'un point de vue budgétaire. Peut-être en mot de conclusion, rappeler le propos d'un chercheur qui s'appelle Grégory Salle, qui a écrit un livre qui s'appelle L'utopie carcérale, qui traite des différentes prisons modèles, évidemment concept qui les réfute, mais qui montre comment l'avènement de nouvelles prisons modèles s'est enchaîné avec le temps, de manière systématique pour qu'on constate qu'en fait ces prisons modèles que nous avions promises n'étaient pas modèles et qu'il y avait énormément de choses problématiques et éminemment critiquables, et qui disait mais en fait peut-être que le succès de la prison, c'est que tant qu'on est occupé à discuter de son échec en tant que modèle de gestion, ça permet de détourner l'attention du vrai problème qui est que c'est un outil de gestion différentielle des illégalismes. Nous allons de nouveau, nous retournons dans les cellules de punition et de sécurité, et ce que l'on constate est encore plus décevant, puisque en effet ce que l'on est amené à constater à ce moment-là, c'est que dans la plupart de celles-ci, ce qu'on nous place, ce sont des lits de contention. Des lits de contention, c'est-à-dire des lits, des blocs de béton sur lesquels une surface métallique avec des anneaux permettant donc d'attacher la personne sur son lit. Or, pareil dispositif, pour l'appeler ainsi pudiquement, pareil dispositif doit répondre à un certain nombre d'exigences, notamment sur le plan international. On considère en effet qu'il s'agit de méthodes ou de dispositifs qui peuvent conduire inévitablement à des mauvais traitements, et donc ils doivent s'entourer d'une série de garanties tout à fait essentielles. Ce que nous constatons aussi, évidemment, c'est qu'en ce qui concerne les espaces de vie réservés aux enfants qui sont là les 3 premières années de leur vie avec les mères détenues, là aussi l'aménagement paraît tout à fait déficient. Les fouilles à corps, telles qu'elles étaient diligentées à la prison de Harod, étaient inacceptables dans les circonstances qui avaient été dénoncées par un certain nombre d'accusés et leurs avocats. J'ai sous les yeux le relevé effectué par l'administration pénitentiaire le 15 octobre. Nous avions une surcapacité de 108%. Il y avait 73 détenus de trop par rapport à la capacité. Alors on va vous dire, oui, les choses sont encore en train d'être finalisées, doivent encore être finalisées, mais il y a plus évidemment, parce qu'au niveau du personnel, on n'arrive pas à recruter. Sur un cadre de 795 agents, il y a un déficit de 187 équivalents temps plein. Et je crois que la prison n'est pas encore sur le point d'ouvrir totalement, faute de personnel et faute de bâtiments qui soient totalement équipés et opérationnels. On constate une très nette différence entre l'évolution du droit de plainte à Rome par rapport au reste du pays. Sans compter évidemment en ce qui concerne les sujets, l'objet du droit de plainte, c'est aussi une évolution substantielle, puisque à
effet, sur les 300 plaintes de l'année, je compte pas moins de 46 plaintes, rien qu'en ce qui concerne les fouilles à corps. C'est un problème évidemment qui est essentiel. Une fouille à corps, vous l'avez tous compris, vous l'imaginez parfaitement, c'est ce qui attente le plus à la dignité de la personne humaine. Et là, c'est vrai que cette explosion de plaintes sur ce sujet-là pose question. Et d'ailleurs, ce qui pose question aussi, c'est ce que les détenus expriment dans leur plainte. J'en ai quelques-unes ici sous les yeux. Rien ne marche dans cette prison. J'attends ma cantine depuis une semaine. Je ne suis pas le seul dans cette situation et personne ne fait quelque chose pour arranger. Les adjudants sont juste d'une incompétence manifeste. Ça fait une semaine qu'ils se renvoient à la balle et en attendant, je suis privé de tout, vraiment tout. Je vais vous parler plus précisément de deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes qui sont donc, d'une part, les détenus internés. On parle ici des hommes puisque il s'agit d'internés qui sont à la prison de Saint-Gilles et des détenus sans titre de séjour. En ce qui concerne les internés, on parle donc de personnes qui souffrent d'un trouble mental et qui ont été considérées comme irresponsables sur le plan pénal, donc on estime qu'elles ont besoin de soins. Est-ce qu'elles les reçoivent, c'est une autre question. Et en ce qui concerne les détenus étrangers sans titre de séjour, on parle là de personnes qui ont pour beaucoup un parcours migratoire qui a créé beaucoup de traumas, qui n'ont pas toujours un réseau familial, amical et autres ici en Belgique qui leur permet de tenir le coup, et qui ont parfois aussi de grosses difficultés au quotidien dans les prisons, tout simplement du fait qu'ils ne parlent pas forcément bien la langue, ou même pas du tout. Il y a quand même déjà des personnes internées à la prison de Harren, une dizaine apparemment, mais qui ne sont pas dans les listes psychiatriques, en tout cas pas à ma connaissance. Et ça n'a finalement pas grand-chose d'étonnant parce qu'il y a des personnes internées qui sont détenues en régime ordinaire dans les différentes prisons du pays. Et donc il arrive très régulièrement que vous puissiez voir des personnes internées qui soient en fait détenues de manière classique dans un régime ordinaire. Dans une capsule qu'on vous a montrée, il y avait un détenu qui en parlait, qui disait à Harren, il y a tout le temps ces haut-parleurs qui crient des choses, qui disent des ordres. Alors, moi je me pose la question, on est une personne internée qui souffre d'un trouble mental, j'ai du mal à imaginer que le fait d'avoir des ordres qui soient criés comme ça dans des haut-parleurs en permanence, alors je n'ai pas une idée de la fréquence, mais ça doit quand même être assez régulier, est-ce que c'est réellement quelque chose d'adapté pour des personnes qui sont internées? Et à Harren, il y a quand même une sensation d'écrasement qui est très particulière, et qui me semble aussi assez peu compatible avec le fait d'y faire une annexe psychiatrique. En conclusion, pour les internés, ce que je vous disais, un déménagement qui traîne et qui crée des tensions, et surtout, ce qui moi me frappe dans tout ça, c'est qu'on aurait peut-être pu envisager en premier lieu un déménagement des internés, puisque la logique, lorsque je me place dans la tête de l'administration pénitentiaire, si je puis dire, c'est de dire Harren permet de meilleures conditions de détention. Harren, c'est une prison propre, c'est une prison où vous avez toute l'infrastructure nécessaire, et donc ce sont de meilleures conditions de détention pour les détenus. Mais donc dans ce cas-là, si la volonté de l'administration pénitentiaire est réellement d'assurer une meilleure vie quotidienne pour les détenus, là, il aurait fallu peut-être mettre la priorité sur les personnes internées. Je rappelle que la Belgique a été condamnée un nombre incalculable de fois pour les conditions de détention des internés en annexe psychiatrique. Visiblement, ça n'est absolument pas la priorité ici. Il y a beaucoup d'étrangers en prison. On parle d'à peu près d'un tiers des détenus qui seraient sans titre de séjour. Vous avez peut-être entendu il y a quelques mois, il y avait une rumeur un petit peu qui courait sur le fait que l'intention de l'administration pénitentiaire serait de faire de Saint-Gilles une prison pour détenus sans titre de séjour. On est dans une situation où on considère clairement que les détenus sans titre de séjour seraient une catégorie, on va dire, à part et qui, en gros, ne mérite absolument pas l'attention de l'administration pénitentiaire. Donc l'idée, c'est, si je comprends bien, de les parquer quelque part en attendant simplement de les mettre dans un avion et de les renvoyer chez eux. D'après le projet dont on a parlé, qui serait de faire de Saint-Gilles la prison en incarcère des détenus sans titre de séjour,
séjour, ben, on prévoirait la modernité et les bonnes conditions de détention, de nouveau c'est contestable, mais soit, pour les uns donc à Arronnes, et pour les autres sans titre de séjour, ben là on resterait à Saint-Gilles dans des conditions de détention moyenâgeuses, et ça semble logique. C'est pas parce qu'on est étranger en prison qu'on n'a pas droit aux mêmes choses. Et même si on envisage de vous rapatrier à la fin de votre peine, encore faut-il déjà arriver à ce que le rapatriement ait lieu, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des cas. Et donc, même si votre peine doit se terminer par un rapatriement, votre rapatriement implique que vous continuerez de vivre quelque part. Et donc, un jour ou l'autre, même une personne étrangère sans titre de séjour se retrouvera dans la société libre et devra y vivre. Donc, il est absurde de considérer que parce qu'une personne va être rapatriée, elle n'aurait absolument besoin d'aucune formation, aucune offre, de rien du tout, aucune activité. Ce sont des personnes, tout simplement, ce sont des personnes détenues, mais ce sont des personnes, et donc elles doivent avoir accès aux mêmes choses que des détenus belges, si je puis dire, ou en ordre de vie. Donc vous verriez aussi partout aux portes. Donc je voudrais qu'on ne parle plus de la maison d'arrêt, mais on parle de Ocean House. On ne parle plus d'une cellule, mais on parle d'une chambre. Et il y a des gens qui trouvent que c'est un peu, comment on te dit ça, infantile. Mais moi je trouve, si tu peux créer un environnement qui est moins, comment on te dit ça, minder, yeah, Plus social. Qui est plus social, on pourra aussi plus facilement vivre dedans. Dans une section ouverte, pendant les heures d'ouverture, tous les détenus peuvent se promener ici sur l'aile et l'une cellule dans l'autre. Chaque fois qu'un agent a utilisé son badge et fermé la porte, pendant 1 minute 30, dat is automatisch omdat de slambutton dicht staat, pendant 1 minute 30, le détenu ne sait pas ouvrir de l'intérieur à l'extérieur. Ah, donc, s'il y a quelque chose et vous devez fermer la porte, vous avez 1 minute et 30 de temps pour demander, si nécessaire, au centre de contrôle pour dire est-ce que vous pouvez fermer la porte. Je vais donner un de vous un badge personnel et un badge détenu. À quelqu'un d'autre un badge détenu. Donc vous allez à 2 dans les cellules. Il y a ici et le premier étage. Donc je pense 5 ici et le reste à l'étage. Donc vous allez à 2 et vous faites l'état de cellule. OK? Donc allez. Donc tu fais comme tu fais normal, tu fais un état de cellule. Tu es entrant. Et on va regarder ce qui est dans la cellule et tester, comme si tu es dans un nouvel appartement, parce que s'il y a des dégâts après, monsieur le détenu, c'est sur votre frais. OK, monsieur. Okay. Le frigo n'est pas encore là. Non. Il va arriver, donc, ok. Allô? Allô? C'est qui, chef? C'est le centre de contrôle. Un menu giant, s'il vous plaît, avec des frites et du coca. Quelle sauce? Expliquez-nous un peu comment le tournage s'est passé. Vous avez fait vos demandes justement à l'administration pénitentiaire pour pouvoir rentrer d'abord dans les prisons de Forêt, Berkendael et Saint-Gilles. Est-ce que ça a été facile? Ça a été vraiment le chemin de Damas. En fait, c'était impossible de tourner en prison. D'entrée de jeu, j'ai suivi une fin de non-recevoir, c'était un non formel. Mais on a passé des semaines à négocier un contrat qui donnait un droit de regard irréfutable à la direction générale, qui disait qu'elle pouvait demander la suppression de certaines séquences si elle considérait qu'elle mettait atteinte à la sécurité du bâtiment ou à l'image de la DGEPI. Ils oubliaient de prévenir l'accueil, donc j'écrivais mail sur mail en disant je vous rappelle que je viens mercredi, je vous rappelle que je viens mercredi, puis je débarquais avec mes bagages et on me disait mais vous n'êtes pas dans le PC, donc vous ne pouvez pas rentrer.
J'allais jusqu'à Harun, je devais négocier tout le monde. Ça a été vraiment ouais, très très compliqué. Donc c'est cadenassé dès le début, dès le départ, on l'entend. Après, du coup, vous étiez libre d'aller un peu où vous vouliez? Absolument pas. Chaque fois que j'allais en prison, en fait, j'étais comme tributaire d'un agent, autant dans les anciennes prisons. Donc moi j'ai couvert les 3 sites de Forêt, Berkendahl, Saint-Gilles, et tout ce qui était la préparation de Harun, la fin de chantier, tout ce qui était les mises en situation, parce que comme on l'a expliqué un peu, c'est une prison qui ne fonctionne plus du tout de la manière panoptique, c'est des badges partout, donc il fallait évidemment former tout le personnel pénitentiaire, former les détenus, l'espèce de Schengen interne de détenus qui pouvaient aller d'un endroit à l'autre. Mais chaque fois que j'ai été par exemple dans la nouvelle prison de Harun, où il faut un badge, j'ai jamais eu de badge. On m'a dit pendant des mois et des mois que j'aurais un badge, et j'étais le seul type dans toute la prison à pas avoir de badge. Ça, c'est pénible. C'est un Comment problème. on déclenche? Non, ça n'a rien à voir, il déclenche pas là. Chez nous, en fait, même si tu leur demandes et que tu as appuyé sur la cloche, ils ne savent pas l'ouvrir. Bon, je ne sais pas si c'est partout comme ça, je ne viens pas assez ici, mais... Qu'est-ce qui est marqué là-dessus? Attendez, déréglage du poignet. Du poignet, de la poignée. Ouais, ben, je veux bien, mais... J'ai l'impression. Ah, c'est bon? Non. Ouais, moi je crois que tu devras que utiliser ta clé. Parfois, c'est plus rapide. Bah, on va voir. À mon avis, oui. Bah, une fois, Une fois que je saurai la clé, c'est bon. PCI 1, Tristan 0. Est-ce que cette l'appréhension des détenus, des agents avant le déménagement, la peur d'être engloutis par ce grand bâtiment, la peur d'avoir moins de contacts sociaux, cette appréhension de vivre dans une prison qui isole plus encore, est-ce que ça, vous l'avez senti et vous avez entendu ces témoignages-là? Avant le déménagement, c'était vraiment la voix de tous les détenus, c'était on a peur, on ne sait pas ce qui va arriver, on sait que les nouvelles prisons sont très formelles, très anxiogènes, très inhumaines, et c'était vraiment l'énorme crainte qu'il y avait au niveau de beaucoup de détenus. Et donc il y avait cette énorme appréhension, et ça c'est quelque chose que j'ai senti chez tous les détenus. Et par exemple, comment dire, c'est assez mitigé parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, enfin, on a des cellules seules, avec des toilettes, avec des douches, on ne dépend plus de personne, c'est largement mieux. » Et donc, ils sont extrêmement contents. Il y a des gens dans le documentaire qui le disent. À d'autres endroits, par exemple, il y avait une grande cellule pour les femmes, elles pouvaient être très nombreuses, et les femmes des pays de l'Est adoraient être ensemble. Elles étaient, je crois, 8 dans la cellule, et elles n'ont plus du tout pu avoir cette vie commune. Et elles étaient extrêmement malheureuses de cette question-là. Donc, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui ont gagné vraiment en qualité de vie domestique, mais il n'en vient pas moins que la peur d'un système dans lequel ils allaient être beaucoup plus isolés est bel et bien là, et la nouvelle prison est beaucoup plus silencieuse, quoi. Il n'y a plus du tout la possibilité de faire des yo-yo, les fameux yo-yo qu'on connaît, où ça passe par les fenêtres et tout. Donc, la circulation est différente, tout est plus cher, on l'a vu, aussi bien au niveau de la vie normale, de téléphoner, etc., que le marché noir, évidemment. C'est beaucoup plus dur à faire rentrer, donc c'est beaucoup plus cher. Évidemment, la drogue est plus chère, donc la drogue est plus coupée, donc la drogue est plus dangereuse, donc, enfin, ça c'est une réalité aussi. Sur papier, la prison insistait sur le fait qu'elle allait pouvoir investir justement dans l'accompagnement des détenus, les fameux accompagnateurs de détention, et il y aurait des agents de sécurité. Est-ce que vous avez vu un début de quelque chose là-bas? Il y a beaucoup d'agents qui exerçaient déjà cette fonction et qui donc ont choisi finalement d'accompagner les détenus et de continuer là-dedans, mais je pense que le problème qu'il y a eu, c'est que les agents étaient eux-mêmes extrêmement perdus, ils étaient trop peu nombreux, ils n'arrivaient pas à assumer leurs fonctions,
Aachen, on l'a compris, c'est loin, c'est ultra chiant d'y arriver, peu importe, même pour les Flamands, on dit ah, c'est plus proche, mais non, parce qu'ils doivent quand même passer par Bruxelles-Nord. Et donc, en fait, c'est une prison très compliquée, et la plupart des gens arrivaient, et ce qu'on leur a promis, en disant vous avez des petits blocs, ce sera beaucoup plus intime, vous allez pouvoir accompagner les détenus. Moi j'assistais le matin, les gens arrivaient, tu vas où? À la 204, toi tu vas à la 208, toi tu vas à la 505, et puis en fait les gens n'avaient aucun travail en commun, ils arrivaient des détenus qu'ils ne connaissaient pas, qui pour certains avaient plus de liberté, qui pour certains en avaient moins, qui n'arrivaient pas à comprendre, qui avaient moins de visites des familles, etc. Donc la réalité quotidienne était vraiment extrêmement compliquée pour tout le monde, et je pense qu'il y a eu un endroit où il y a eu pas mal de solidarité entre les agents et les détenus, justement parce qu'ils devaient ouvrir la prison ensemble, mais néanmoins c'était très compliqué. Pour notre recherche, nous avons utilisé différentes méthodes de collecte des données. Ainsi, nous avons utilisé une méthode de recherche participative qui a été employée. Les conversations informelles pendant le travail sur le terrain, les notes prises sur le terrain et les réunions de notre groupe de projet nous ont permis d'obtenir de nombreuses informations approfondies. Une deuxième source de connaissances est constituée par les enquêtes que nous avons menées auprès des personnes en détention. Celles-ci ont eu lieu à Aachen entre avril et juin. Et une troisième source d'information est constituée par les entretiens que nous avons menés avec des services externes de différentes communautés en prison. Et ces entretiens ont eu lieu entre avril et juillet. Donc, puisque nous nous concentrons sur Aachen, nous indiquons brièvement le nombre d'interviews et d'enquêtes pour Aachen. Donc, 18 interviews avec des services externes des communautés en prison. Aussi, 15 interviews avec des personnes détenues, donc 10 hommes et 5 femmes. Et nous avons également rassemblé 156 questionnaires, ce qui représente un taux de réponse de 47,79%. Tout d'abord, nous avons un nouveau contexte carcéral avec une augmentation de l'échelle des partenariats publics-privés et des populations changeantes, ce qui est nouveau à la fois pour Aachen et pour Termonde aussi. Aussi, des nouveaux principes de détention peuvent être identifiés dans les deux contextes carcéraux, par exemple, à savoir la différenciation des emplois, donc la distinction entre les accompagnateurs de détention, mais aussi les assistants de sécurité. Il est rapidement apparu que les nouveaux principes de détention ne pouvaient pas être mis en œuvre et déployés pleinement parce que les conditions préalables pour commencer à travailler sur ces principes n'étaient pas réunies. Les services externes en prison doivent adopter une attitude plus proactive et être présents plus souvent dans les unités de détention pour rester bien informés de ce qui se passe. Il est important qu'ils se parlent davantage pour comprendre les différents besoins des détenus et leur apporter de l'aide si nécessaire. En outre, cette méthode de travail répondrait à la nécessité de renforcer le lien entre les services externes et les personnes détenues. En effet, l'augmentation de la taille de la nouvelle prison réduit les contacts. Il y a moins d'occasions de contacts spontanés et informels ou de conservation supplémentaires. Il y a une grande distance physique qui fait disparaître le lien. Le processus de recrutement d'agents statutaires via CELOR prend énormément de temps et la publication de l'examen a été faite de manière plus que tardive. Donc, pour pallier à ça, le ministre de la Justice a présenté devant le comité B tout un tas de mesures et de bricolage pour pouvoir recruter des agents via du recrutement contractuel, et on a ouvert le filet le plus large possible pour rafler tout ce qui traînait sur le marché de l'emploi. D'où une catastrophe qu'on est en train d'avoir pour le moment, avec un profil de recrutement qui ne correspond pas du tout avec les besoins des prisons et surtout de Aachen. Ce qui pose réellement un problème. Le taux de démission d'agents est catastrophique, ainsi que le taux d'incidents disciplinaires des agents qui ont été recrutés. Donc c'est vraiment
une catastrophe. Ce recrutement contractuel est vraiment une catastrophe. Donc d'un côté, il n'y avait pas assez de nouveaux agents en raison de la lenteur du processus de recrutement et du manque de candidats. Et de l'autre, un nombre insuffisant d'agents acceptaient de muter vers Arun suite à la fermeture des prisons de Forêt et de Bergendal. Donc la conjoncture de ces deux éléments a créé vraiment un déséquilibre flagrant et on paye toujours les conséquences à l'heure actuelle. C'est pourquoi le personnel et la direction locale se sont retrouvés devant un manque important de personnel dans tous les services lors de l'ouverture de la prison. Ce qui a eu pour effet de compliquer fortement la mise en place des procédures internes, que ce soit au niveau des fouilles, des repas, des soins, des visites, les mouvements des détenus vers les activités, tout ça a été perturbé par le manque de personnel et par énormément de nouveaux personnels non formés qui est arrivé, et ça a été un cocktail explosif. Donc les premiers mois d'arrêt ont été plus que chaotiques. Bon, au niveau de la formation, on est au niveau 0. Hein, donc on a envoyé un petit peu d'agents en formation, surtout du côté néerlandophone, où on a eu des budgets, côté francophone, c'est plus compliqué. Et la formation n'est pas du tout en adéquation avec le profil de fonction pour les prisons. C'est vraiment un point important, la formation, mais pour ça il faut des budgets, et des budgets il n'y en a pas, donc ça on l'a clairement dit. Pour les personnes qui suivent un peu l'activité carcérale, on a obtenu une formation d'1 an il y a 6 ans, elle a été réduite à 3 mois, elle a été réduite à 15 jours, elle a été réduite à un feuille et papier, et maintenant on renvoie les gens au compte-gouttes 3 semaines en formation, on considère que c'est bon. Donc s'il y a un nombre d'agents et qu'il y a un mix d'agents expérimentés, ça peut tenir la route, mais ce mix n'existe pas à la prison d'Arun. Donc on arrive avec des journées où il y a 90% de personnel qui a 2 jours de formation, et le reste, c'est des stagiaires. Donc un stagiaire est team leader, un stagiaire il y a 3 mois est responsable, et un stagiaire qui a 2 jours, il fait les fonctions d'accompagnateur. Donc ça ne peut pas fonctionner. S'ils n'investissent pas dans la formation, en plus de recrutement, on court à une catastrophe dans les 3-4 ans, ça c'est clair. Et donc la FIDEX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Fédération bruxelloise des institutions pour détenus et ex-détenus. C'est une ASBL qui a été créée en 1996, qui donc est dans sa fleur de l'âge, elle a 27 ans. Et donc cette ASBL a la particularité de rassembler donc 14 associations toutes actives en prison et à Bruxelles. En ce qui concerne les services, depuis un an maintenant, s'il y a un qualificatif qui représente Arun, c'est la lenteur. Une lenteur à tous les niveaux. Les services externes, et c'est important que vous le sachiez, sont essentiels. C'est un secteur solidaire. Les travailleurs sont motivés, tenaces, soudés, entièrement dévoués à déployer leur savoir-faire au bénéfice des détenus prévenus, internés, etc. Mais à Arun, depuis maintenant un an, nous demandons de pouvoir le faire dans le respect d'une série de modalités prévues par la loi, par des circulaires ministérielles, des notes de service, et pourtant, encore trop souvent, ça coince. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ICAR, c'est une association, donc un service externe dont Chris parlait, qui a pour objet social l'accès aux soins et la promotion de la santé en prison. Actuellement, on travaille dans 4 établissements pénitentiaires en Belgique francophone, dont la prison de Arun et jusqu'à l'été dernier dans la prison Saint-Gilles. On travaille donc notamment dans une logique de promotion de la santé, c'est-à-dire qu'on considère que la santé telle que définie par l'OMS n'est pas uniquement le fait de ne pas être malade, mais c'est plus largement un état de bien-être physique, mental et social. Et donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer plus en détail pourquoi la prison, ce n'est pas vraiment le lieu idéal pour la santé globale. Les personnes détenues, donc, on est sur un public qui cumule des facteurs de vulnérabilité. On est face à un public à la croisée des problèmes sociaux, pauvreté, chômage, précarité de l'emploi, faible niveau d'éducation, des parcours de violence, que ce soit dans l'enfance ou dans la vie adulte, et ce en particulier chez les femmes, des parcours migratoires qui sont effectivement aussi source de traumatisme, etc. Ces vulnérabilités sociales, elles se croisent à des vulnérabilités en santé. On a une prévalence plus importante des maladies infectieuses parmi les personnes détenues, que ce soit en matière d'hépatite ou de VIH, de maladies chroniques, cardiovasculaires, diabète, etc., des problèmes d'assuétude, alcool, drogue et des problèmes de santé mentale. On
On est sur les éléments de santé auto-rapportés, c'est-à-dire que si on nous interroge, comment on se décrirait. Et donc on avait une personne sur 2 en prison qui se décrivait en bonne santé contre 74 parmi la population générale. Si on parle de troubles du sommeil, on a plus d'une personne sur 2 en prison qui déclare des troubles du sommeil contre 22% de la population générale. Et pareil, si on vient sur les questions de pensée suicidaire ou de tentative de suicide, on avait par exemple 23% des personnes détenues qui avaient commis une tentative de suicide contre 4% de la population générale. Donc vraiment, on est sur un public très particulier, très fragile, et qui a donc besoin d'un accompagnement. En Belgique et en application des conventions européennes, notamment du droit international, les personnes détenues doivent bénéficier d'un niveau de soins équivalent à celui de la population générale. C'est notamment l'article 87 de la loi de principe qui dit, je le cite, « Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir, conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien-être à la fois physique, psychique et social. » Bravo la loi de principe, on a une belle définition de la santé globale. Malheureusement, en pratique, c'est pas vraiment efficient. Par exemple, en termes de l'enveloppe budgétaire allouée aux soins de santé, c'est une enveloppe qui est décidée au niveau administratif et on dit, bah voilà, cette année vous aurez tant pour soigner les personnes détenues et finalement, indépendamment des besoins réels en matière de santé. Des refus de soins pour certaines pathologies, notamment parce qu'on considère que les traitements coûtent trop cher et que donc finalement la personne, elle n'a qu'à attendre de sortir pour être soignée. Ce qui en termes de santé publique est évidemment une aberration puisque les personnes sont à disposition. Pour certaines, elles sont très vulnérables et pour certaines, elles n'ont pas réussi à enclencher le mécanisme de soins avant leur incarcération. Ça veut dire aussi qu'on laisse potentiellement certaines maladies se développer en prison parce que si vous êtes malade, vous pouvez contaminer vos codétenus. Et ça veut aussi dire que quand vous sortirez, puisque oui, quasiment toutes les personnes qui rentrent en prison sortent à un moment, vous serez malgré tout soigné par le contribuable, sauf que ça coûtera beaucoup plus cher. Donc c'est complètement absurde. Aujourd'hui, heureusement, le transfert de ces soins, la compétence de la justice à la santé publique est enclenché. Et on espère que ça permettra certaines améliorations, même si évidemment il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être améliorées. Et effectivement, au niveau du personnel de santé aussi, il n'y a pas assez de monde, pas assez de médecins, pas assez d'infirmiers, pas assez de psychiatres. Ils ne sont pas systématiquement formés aux besoins spécifiques des personnes détenues. Comme pour les agents, il n'y a pas assez de monde sur le terrain, donc on ne va pas envoyer les gens se former. Officiellement, la loi prévoit que dans les 24 heures de votre arrivée en prison, vous devez être vu par un médecin. En général, c'est plus ou moins fait, mais dans des conditions qui ne sont pas forcément satisfaisantes. Alors c'est moins le cas pour Aron, mais en tout cas à Saint-Gilles ou dans d'autres prisons, c'est souvent ramené, où les médecins font la consultation à travers le guichet de la cellule, donc c'est la petite porte que vous avez vue qui est dans la petite fenêtre dans la porte de la cellule. Et donc le médecin va rapidement voir la personne et dire « Monsieur, comment ça va? Vous avez des problèmes, etc. » Il faut vous imaginer dans un contexte où potentiellement il y a une ou deux autres personnes avec vous dans la cellule que vous ne connaissez pas, il y a un agent qui fait la sécurité, et quelqu'un que vous ne connaissez pas qui à la fenêtre vous dit « Ça va? Vous avez pas de problème de drogue? Des choses comme ça ?» Évidemment que les personnes ne vont pas se sentir en confiance. Évidemment que la prison, ça a un effet sur les sens, ça a un effet sur votre santé. Les conditions matérielles de détention, que ce soit parce qu'ils sont vétustes avec tous les problèmes que vous imaginez, ou des établissements bien modernes, posent des difficultés en termes de santé. La privation de liberté a évidemment des effets sur votre santé mentale. Un sentiment de stress, des incertitudes, vous ne savez pas combien de temps vous allez rester là, comment ça va se passer, etc. Et donc des effets sur votre santé physique. On observe que quand les personnes sont enfermées longtemps, la vue baisse, l'audition, des douleurs intramusculaires, etc. qui peuvent se développer liées aux conditions matérielles d'incarcération. Alors vous l'avez compris, la prison de Aron est née à la suite des master plans qui se voulait quelque part une solution à la surpopulation et une espèce de promesse de détention plus humaine qui est un peu faite comme un rappel par chaque gouvernement. Le fait de ne pas sortir du désastre carcéral, et notamment de la surpopulation, qui est un des éléments du désastre carcéral, résulte d'un choix et pas d'une fatalité. C'est le choix d'investir massivement dans la voie répressive d'abord,
On sait tous que la prison exclut, elle désocialise, elle déshumanise. Le choix posé, c'est celui, jour après jour, année après année, de ne pas questionner le système, de toujours faire et refaire la même chose, inlassablement, à savoir augmenter les places. Et au-delà des critiques contre la prison de Harren, rappelons que dès la création de la prison au XIXe siècle, oui, on a l'impression que la prison a toujours existé et qu'elle nous colle en fait à la peau, mais la prison n'a que 250 ans. Rappelons que dès le début, les critiques se sont élevées contre l'idée même de l'enfermement pour punir. Le système pénal semble être un échec dans son ensemble quand on sait qu'en Belgique, plus de la moitié des personnes détenues le sont notamment pour des faits liés à la loi sur les stupéfiants. Plus on essaye de soigner cette institution et plus on la renforce, 99% des réformes ne font que renforcer la prison. C'est un choix d'investir dans les PPP à la place de rénover les prisons en vie. Ils sont proches des familles, ils sont proches des avocats, ils sont proches des travailleurs sociaux, ils sont proches des tribunaux, qui sont à la vue de tous et de toutes. C'est pas anodin, évidemment, de placer ces nouvelles prisons loin du regard. C'est un choix d'investir dans d'immenses structures alors que l'ensemble des criminologues disent qu'il faut faire exactement le contraire. D'instrumentaliser ce fameux projet de Heusden, c'était notre collègue qui n'a pas pu nous rejoindre. Harren n'a rien d'un village. J'espère que vous avez compris. Croire en la prison, croire en l'utilité du système pénal, c'est croire qu'en traitant 2% des situations problématiques, on sera en sécurité. C'est croire qu'en enfermant quelques violeurs sélectionnés sur le tas, on va régler la question du viol. Durant cette journée, on a même entendu un directeur de prison qui a dit que l'humain n'est pas biologiquement fait pour être enfermé. C'est un choix que celui du béton au détriment des chiffons. C'est un projet de société bien triste qui est choisi au détriment de l'écologie et de la préservation de la biodiversité. C'est aussi un choix entre les détenus, ceux de seconde zone, les internés, sans papier. C'est un choix d'incarcérer les courtes peines dans des maisons de détention, alors qu'on décide, quand on est au gouvernement, qu'on n'hébergera plus les demandeurs d'asile. Mais attention, parce que dans les maisons de détention, qui ne sont pas remplies, on ne va pas héberger tous les détenus. On va les papier sur le volet, exclure les faits de meurtre, on va exclure les faits de terrorisme. Les soucis de séjour, alors ça peut, mais idéalement, il faut quand même qu'il y ait des perspectives. On ne va pas prendre tous les soucis de séjour. On ne va pas prendre les illettrés, on ne va pas prendre les soucis psychologiques compliqués. Bref, on va prendre des détenus qui sont triés sur le volet, qui ont un degré de dangerosité nul, zéro, nul. On se pose quand même la question de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il faut en faire. Peut-être commencer par ne pas désespérer. Essayer de travailler sur le recrutement, la formation des agents, tenir compte des recommandations du Conseil central. On ne veut pas continuer à prendre les gens pour des idiots et nous laisser croire qu'en enfermant 11 000 personnes, pour la plupart pauvres et en mauvaise santé, et en dépensant des millions pour ça, nous serons en sécurité et vivrons en paix. On ne veut pas laisser les médias et le gouvernement nous laisser croire que telle est la solution simplement parce que l'État tel qu'il existe aujourd'hui n'a pas la volonté ou la capacité d'œuvrer à la réduction des inégalités, à apporter du bien-être pour tous, repenser l'école, injecter de l'argent dans la culture, dans les soins de santé. Alors oui, après tout ça, depuis la parole du directeur de prison jusqu'aux détenus, en passant par le travailleur social, les bénévoles, les académiciens, le syndicaliste, je crois que je peux évoquer des perspectives abolitionnistes sans que ce ne soit un vilain mot qui fasse fuir tout le monde. Après ce que vous avez entendu, vous êtes toujours là et vous vous dites sans doute, oui, bon, ok, mais bon, tout ça, on le sait, mais ça marche pas, mais alors on fait quoi? Et je dirais que mon souhait, notre
chacun sorte d'ici aujourd'hui avec de l'espoir. Pas de l'optimisme, juste de l'espoir. Et l'envie de participer en fait à une transformation, qu'elle passe ou non par une révolution. L'abolitionnisme. L'abolitionnisme en fait est multiple. C'est à la fois une rupture avec le système existant, mais aussi un processus. Les stratégies sont multiples, je vais en évoquer, mais le socle commun est le suivant, en 5 points. L'abolitionnisme affirme que la prison n'est pas réformable, vous l'avez entendu. L'abolitionnisme n'est pas un idéalisme, mais au contraire très réaliste, puisqu'il permet de résoudre des problèmes qui sont inhérents au système pénal ou qui en sont la conséquence. L'idée est de promouvoir la justice sociale plutôt que la justice pénale. L'abolitionnisme n'est pas non plus un angélisme. On part du principe que les conflits sont inévitables car ils sont évidemment inhérents à la vie en société. L'utopie, ce serait évidemment de croire qu'on va supprimer la délinquance. Et dernier point, l'abolitionnisme refuse de déléguer à des institutions ou à des experts la résolution des situations problématiques. Si chaque préjudice engage la responsabilité collective, sa prise en charge doit être collective. Dans cette stratégie de l'abandon, on a encore la justice réparatrice et la justice transformatrice. Bon, certains ont sans doute vu ici le film français récent « Je verrai toujours vos visages », qui nous montre des groupes de discussion entre des personnes désignées auteurs et des personnes préjudiciées. Je pense que ceux qui l'ont vu ont été très touchés par ce processus qui fonctionne. Les modèles de justice réparatrice et transformatrice ont émergé en fait quand on a commencé à s'intéresser au sort de la victime dans le cadre du procès pénal et qu'on s'est rendu compte à quel point ce système, comme je le disais tout à l'heure, ne répondait pas aux besoins des victimes. Aussi, le problème du procès pénal, c'est qu'il ne s'intéresse qu'à certaines victimes, celles qui peuvent porter plainte et celles qui résultent de crimes et délits définis par le système. Quelle est l'idée de la justice transformatrice? Son idée est de mobiliser une communauté en fonction d'une situation problématique et d'essayer de répondre aux besoins réciproques, auteur-victime, pour transformer une situation donnée. Du soutien à la personne, de la sécurité, responsabiliser l'agresseur et opérer des changements politiques, structurels, des conditions qui ont permis au préjudice de se produire. Plutôt que de confier au système pénal la résolution des conflits, l'idée serait de voir ce conflit comme un moment qui nous permettrait de réévaluer les normes, de discuter, d'en faire un moment de transformation.